C'était le sondage de Crop La Presse qui disait Pauline Marois score auprès des régions et des gens sous-scolarisés ou moins scolarisés. Ouais. En tout cas, qui ont une ignorance de l'immigration. Le New York Times l'avait dit. Pauline Marois s'en va en élection bientôt pour aller récolter des votes en région auprès de gens, avec ce débat-là sur la charte, qui ont jamais vu un immigrant de leur vie, mais qui ont peur. Ce qui est surprenant, parce que s'il y avait un réel problème, c'est ceux qui avaient à côtoyer les immigrants et les autres nationalités qui voudraient cette charte-là. Là, ça serait un symptôme qu'il y a peut-être un problème. Ouais. Mais on dirait que plus tu les côtoies, finalement, moins il y a de problème. Exactement. Alors, Madame Elie est au bout du fil. Bonjour. 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 Écoutez, il y a une espèce de sentiment de tricoter serré, de gens qui, par chez nous, on dit des gens qui n'ont pas sorti plus de 30 kilomètres autour de leur village et qui ont une vision un peu folklorique du Québec. Je pense que quand même, il faut y aller un peu doucement avec cela, à savoir, il y a des gens qui veulent vivre entre soi, comme on dit, mais aussi tout simplement parce qu'ils veulent protéger des acquis. C'est pas parce qu'ils sont inéduqués ou parce qu'ils sont jamais sortis de chez eux, mais tout simplement parce qu'ils veulent pas partager. Okay. Alors là-dessus, je pense que la majorité des gens au Québec qui sont en train de se cabrer sur la question des droits des minorités et toute cette question des valeurs québécoises, qui n'est qu'un prétexte, sont plus des gens, nous disons, égoïstes, qui ont peut-être peur parce qu'ils sont en perte de revenus, en perte de statut social, ils ont peur pour leurs enfants, la mobilité sociale des enfants n'est pas assurée, donc ils sont peureux, ils n'ont pas de repères et ils n'ont que les repères qu'on leur a toujours appris et qu'ils ont tout à fait intériorisés, à savoir nous sommes chez nous, c'est à nous et puis les autres dehors. Oui. Alors, c'est à ce niveau-là où ils ont un raisonnement effectivement assez simpliste, mais que le raisonnement soit simpliste ne veut absolument pas dire qu'ils ne sont pas éduqués. C'est simplement un argument défensif ou offensif. Donc, au Québec, on a toujours eu dans la population, à peu près un tiers de la population que moi j'appelle nativistes. Mm-hmm. C'est-à-dire des gens qui sont dans cette espèce de croyance ou idéologie que le Québec leur appartient parce qu'ils ont été les premiers à habiter au Québec. Évidemment, ils oublient les autochtones, ça c'est un détail, mais enfin. Mais ils sont persuadés que le Québec leur appartient et que donc tout étranger ou émigré qui arrive dans ce pays doit obéir, se conformer ou sinon être utile, sinon il doit partir. Donc quand on va à Rome, on fait comme les Romains, ça s'arrête là. Exactement. Je veux dire, en entrevue, moi je l'ai ramassé des dizaines de fois cette expression. Quand on est à Rome, on fait comme les Romains et puis on fait pas d'histoire. Et quand vous répliquez, oui madame, mais il y a différentes manières de vivre, ou monsieur, il y a différentes manières de vivre et on a le droit de choisir son mode de vie dans certains paramètres. Si je choisis un mode de vie qui ne porte pas atteinte au vôtre, en réalité, je ne vois pas pourquoi je devrais vivre comme vous. Voilà. Bon, exactement. Bon, alors, mais ils vous répliqueront, non, il n'en est pas question, vous devez obéir. Donc, on a ce très très fort courant au Québec, et tout simplement ce qui est la honte pour moi de ce gouvernement, c'est que alors que le PQ a passé son temps, enfin le leadership du PQ a passé son temps depuis à peu près 50 ans à tenir la bride à ce courant, qui est très fort, qui était assez fort dans le PQ, eh bien là, la section du leadership du PQ qui est au pouvoir en ce moment est en train au contraire de faire sortir cette faction-là et de lui donner légitimité, force et tout ça. Donc, et c'est d'autant plus, à mon sens, je trouve que c'est honteux parce que la job d'un politicien, c'est justement de jamais légitimer des gens qui vont porter atteinte au droit. On est logiquement dans un système où on croit au droit. Bon, donc c'est sa première job, et là vraiment ils sont en train de faire tout le contraire, et ça veut dire que le dégât est fait. Parce qu'une fois que vous avez lâché la bride à ce qu'on appelle la parole xénophobe ou raciste ou intolérante, ça va être très difficile de les faire repartir sous le boisseau et de les délégitimer à nouveau. Oui, exactement. C'est comme si le barrage était ouvert, les vannes sont levées, c'est fini.
C'est fini. Et ça, vraiment, la job d'un politicien qui se respecte, c'est de ne jamais faire ça. Mais pensez-vous, peut-être que l'analogie est grossière, vous me ramènerez dans le chemin, mais est-ce que Pauline Marois flirte avec Marine Le Pen? Le PQ est en train d'occuper la place du Front National en France. À partir du moment, c'est pour ça que j'ai parlé d'extrême droite, à partir du moment où vous tenez un discours que pour protéger les acquis des nationaux ou les valeurs des nationaux, il faut que vous pilez sur les droits des autres, c'est fini. Nation, déni des droits des autres, dans ce cas-là c'est des minorités religieuses, ça pourrait être des minorités nationales, ça pourrait être les autochtones, ça pourrait être les homosexuels, ça pourrait être n'importe qui qui est vulnérable et minoritaire. À partir du moment où au nom de la nation vous pilez sur les droits des autres, c'est terminé, pour moi vous êtes dans l'extrême droite. Moi je me souviens d'une entrevue de Bernard Drinville où il s'adresse à une femme voilée, éducatrice en milieu familial qui téléphone dans une tribune. Ouais. Et là, pauvre femme se fait ramasser par Drinville, mais madame, j'ai un malaise que vous ayez la garde des enfants. Les parents ont un malaise. Mais puis ce gars-là est allé à l'école, vous avez raison, là, c'est pas juste l'apanage des gens sous-scolarisés. Le gars est allé à l'école pour dire des niaiseries comme ça, là. Non, mais d'abord, qu'il ait un malaise, on n'a rien à faire. C'est pas parce que les Jeannettes ont un malaise ou Drinville a un malaise qu'on va changer la société, qu'on va changer les chartes et les droits et le système démographique et démocratique. Et d'autre part, s'il a un malaise, qu'il se pose la question et puis qu'il retire ses enfants. Il y a d'autres écoles. Je veux dire, c'est pas lui qui décide de tout le système scolaire du Québec. C'est pas lui qui décide de comment tous les enfants du Québec vont être éduqués. C'est l'autoritarisme total. Mais là, on est en train de faire un tort irréparable parce que même si la charte n'est pas adoptée, Dieu nous en garde, il y a quand même un mal qui a été fait. Le mal a été fait parce qu'une fois qu'on a légitimé, mais le mal a déjà été fait avec la création de la commission. Et tout ce qui est courant raciste, suprématiste, intolérance religieuse, homophobe, xénophobe, il faut toujours, comme on dit populairement, tenir la dragée haute et ne jamais les légitimer. C'est la job en démocratie de n'importe qui est au pouvoir. À partir du moment où vous dites, mais si vous avez raison, pensez comme ça, c'est très très bien, et en plus, si vous pensez comme ça, vous risquez de prendre le pouvoir. C'est fini. Mais quand même, là, la communauté arabe, maghrébine, musulmane, enfin, peu importe la faction, me semble désorganisée. Si on s'était attaqué de front comme ça à la communauté juive, il y a des organismes qui seraient montés aux barricades, non? Oui, mais c'est pour ça que les musulmans sont d'ailleurs ceux qui sont les plus attaqués. Il y a la situation internationale. Ça va mal dans tous les pays arabes et tous les pays musulmans. Il y a une histoire à ça. C'est assez complexe, mais il y a quand même 2-3 siècles d'histoire pour expliquer ça. Il n'y a pas un gène arabe ou musulman qui fait qu'on peut pas être démocrate. Ok. Il y a cette situation internationale, il y a les attentats, il y a tout le djihadisme qui fait qu'ils sont vulnérables. Mais en plus, ils sont vulnérables parce que pour commencer, les musulmans sont en émigration depuis pas très longtemps, même pas un siècle. C'est vrai. Les juifs ont une expérience, une sacrée expérience malheureuse et tout, et ils sont en diaspora et en émigration depuis très longtemps. Ils sont même en diaspora depuis millénaires. Donc, il y a ça, et c'est vrai que les musulmans sont extrêmement divisés à tous les points de vue, ethniques, linguistiques, nationaux, politiques, donc c'est compliqué. En plus, il y a peut-être certainement un complexe aussi qui a beaucoup existé chez la vieille émigration, ce que j'appelle la vieille, c'est-à-dire de l'après-guerre des années 50-60, qui était surtout indo-pakistanaise, qui était anglophone. Alors, vous faites pas front quand il y avait toute la question linguistique, c'était pas le moment qu'ils apparaissent sur la scène. Donc, ils ont joué sous le tapis. Ils sont toujours mis sous la table, en un sens. Ils ont toujours évité la confrontation. Et actuellement, il y a encore un énorme débat à l'intérieur de la population musulmane et de secteurs communautaires, de certains qui disent encore non, ne sortez pas, ne vous organisez pas, ne faites pas de bruit, laissez passer la vague. Oui.
Bon, il y en a d'autres, surtout en fait depuis que les Maghrébins sont là, qui sont plus habitués au conflit, qui sont francophones, qui se sentent légitimes totalement. Donc, et puis en plus il y a une deuxième génération francophone éduquée ici qui commence à dire ça suffit là. Donc on va pas passer sous le tapis et puis ne rien dire. Mais c'est vrai que c'est difficile, mais ça vient. Parce que, écoutez, moi ça fait plus de 10 ans que je travaille en milieu musulman à Montréal, et il y a 10 ans, il n'était même pas question qu'il y ait une coalition. Là, il y avait au moins un meeting, il y a des coalitions. Oui, c'est un pas dans la bonne direction. En terminant, Madame Elie, de voir la première ministre bras dessus avec François Hollande et se vanter mutuellement d'un beau modèle de laïcité. Moi, j'en reviens pas. Les deux bras m'en tombent. Là, je suis pas un spécialiste, là, mais il me semble attention. La France, c'est pas nécessairement un exemple en soi. Pour commencer, la France n'est pas un exemple et c'est pas l'exemple le plus grand de la tolérance. Mais surtout, n'oubliez pas, on est là dans des relations d'État à État. Hollande ne peut que recevoir Marois. Il va pas faire un scandale parce qu'il y a une espèce de petit bout de papier un peu sot, là, un peu bêta qui se promène. Secondo, la laïcité telle qu'elle existe en France est infiniment plus libérale que ce que nous propose la loi 60. Ça, il faut se mettre ça dans la tête et personne ne le voit. Et évidemment, c'est pas un Hollande, parce que là, on est dans des relations diplomatiques et économiques de chef d'État à chef d'État, qui va le dire. En France, je le répète, ce ne sont que les fonctionnaires, ceux qui ont un vrai statut de fonctionnaire, qui sont assujettis à ne pas porter signe religieux. Ici, avec la loi 60, ce sera tout employé et sous-contractant de l'État. Ça veut dire c'est non seulement tout le public, mais c'est tout le parapublic. Oui. Ok. Oui. Donc c'est infiniment plus étendu comme interdiction, et c'est pas du tout l'esprit de la laïcité française. Mais ça, c'est un point de droit constitutionnel, évidemment, personne ne joue dessus. Mais ça, il faut bien comprendre que cette laïcité-là, qu'ils veulent imposer au Québec, n'a pas grand-chose à voir avec la laïcité française. Elle ratisse beaucoup plus large ici, là. Ça touche, dès qu'il y a un fonds public d'investi, par exemple, les garderies privées même, subventionnées, on abolirait le voile et tout signe ostentatoire. Oui, les médecins. Oui, c'est plus large. Qui sont logiquement même des pas travailleurs autonomes. Des travailleurs autonomes. C'est vrai. Et ce qui est le plus scandaleux, c'est que la laïcité a été adoptée en France pour faire face au début du XXe siècle à une église catholique et une papauté extrêmement puissante qui s'opposait en définitive à la démocratisation de l'enseignement et de la société. Dites-moi où il est le danger. Oui, c'est ça, c'est hors contexte. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps, Madame Elie. Je vous en prie. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, c'est Denise Elie qui est chercheur-auteur à l'INRS, Culture, Société et Urbanisation.